bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire, ce mercredi au Bénin, la classe politique est en ébullition. L'opposition s'estime exclue des législatives et espère une médiation fructueuse de la CEDEAO à quelques semaines du scrutin. 16 milliards de dollars, c'est le montant des pertes enregistrées par le Nigeria au profit des compagnies pétrolières. Révélation faite dans le nouveau rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria. Et puis, quelle langue pour étudier au Maroc? Un projet de loi à l'étude prévoit d'introduire le français comme langue principale dès le lycée. Un projet très controversé. Quels sont les arguments des uns et des autres? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Abdou Fleur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également Monsieur Paulin Mouroula, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. On démarre tout de suite avec notre grand angle économique. Le coup raide de l'inaction, c'est ainsi qu'a été intitulé le dernier rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Nigeria, rapport qui révèle que 16 milliards de dollars sont perdus par le géant africain au profit des compagnies pétrolières, et ce sur une période de 10 ans. On fait le point avec Aïssatou Bari, on en parle juste après. 16 milliards de dollars, c'est le montant des pertes enregistrées par le Nigeria à la faveur des compagnies pétrolières sur une période de 10 ans. Selon le rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria, les pertes peuvent atteindre 28 milliards de dollars si l'on inclut des recettes du partage des bénéfices en provenance de 2 licences supplémentaires non comptabilisées. Entre 1998 et 2005, la production totale des entreprises du secteur privé était inférieure à 100 millions de barils par an, tandis que les entreprises de la jointe venture produisait plus de 650 millions de barils par an. En 2017, la production totale des sociétés privées s'est levée à 305,800 millions de barils, soit 44,32% de la production totale. L'étude menée par l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria indique que les pertes sont dues à la non-révision des contrats de partage de production de 1993 avec les sociétés pétrolières qui avaient été ficelés avec des avantages pour les sociétés privées afin de les inciter à investir. Les compagnies pétrolières vont poursuivre les négociations jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain accord. Évidemment, ça va créer des troubles au niveau financier pour le Nigeria. Mais à mon avis, ce que le Nigeria peut faire en attendant, c'est plutôt diversifier son économie pour éviter un étranglement. La NETI a appelé à un examen urgent des guichets uniques afin de limiter les énormes pertes de revenus subies par le Nigeria. Il faut souligner que les compagnies incriminées font partie des entreprises du secteur privé qui constituent la plus grande source de revenus du pays. Alors, 16 milliards de dollars de pertes en 10 ans, un chiffre qui peut aller jusqu'à 28 milliards de dollars, on l'a entendu dans le reportage, si on prend en compte des licences non comptabilisées. Monsieur Fleur, aujourd'hui, la révision des contrats pétroliers résonne comme une urgence au Nigeria. Absolument, et je pense que même ça a tardé, parce qu'après 25 ans quand même, on parle de révision aujourd'hui, on aurait dû le faire depuis très longtemps. Parce que quand on, je pense, mettait en place cette législation, c'était aussi par rapport au contexte. Comment expliquer justement que cela n'ait pas été fait avant? Ça, il faut le poser aux politiques, aux différents responsables. Je pense que principalement c'est un problème politique. Et quand on parle du Nigeria tout de suite, on pense à la corruption, ce qui a été quand même le cheval de bataille de Buhari quand il briguait la magistrature suprême pour son premier mandat, principalement, mais ça n'explique pas tout. Le reste, moi je n'ai pas la réponse, mais je pense que principalement c'est un problème politique et accessoirement la corruption et toutes les difficultés qui s'y est. Ceci étant, c'est juste incroyable et ça nous fait penser aussi à d'autres pays qui viennent d'avoir du pétrole comme le Sénégal où déjà il y a beaucoup de spéculation alors qu'il n'y a même pas l'exploitation. L'exploitation n'a même pas encore commencé. En tout cas, moi je mettrais ça sur le compte du politique, des dirigeants. Monsieur Mouroula. Effectivement, comme dit M. Flair, je pense qu'il y a un problème de gouvernance qui est à la base de la plupart de ces contrats mal ficelés en Afrique.
C'est un problème général en Afrique, de mon point de vue, puisque la plupart des pays producteurs de matières premières, que ce soit les pétroles ou les mines, les contrats, de la manière dont ils sont faits, ils ne sont pas faits dans la transparence. Ils ne sont pas faits avec l'objectif de faire amener dans les caisses de l'État de manière transparente toutes les ressources qui devaient arriver. C'est quand même un souci. Alors pour le Nigeria spécifiquement, effectivement c'est assez regrettable d'un pays qui est le premier producteur quand même de cette ressource en Afrique, que ça ne soit que 10% des contributions au PIB de ces pays et qu'il y ait très peu des gens qui soient utilisés dans cette industrie. C'est assez regrettable. Alors effectivement, il y a d'un côté un problème des contrats, mais aussi il y a un problème de vision, puisque quand même ce sont les politiques qui doivent tracer les perspectives pour un pays. Or là, si on compare la Norvège avec le Nigeria, petit pays de 5,5 millions d'habitants, ils ont mis en place un fonds d'investissement qui est abondé par les produits d'exploitation du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, ces fonds d'investissement arrivent à peu près à 1000 milliards de dollars. Vous imaginez. Donc, la Norvège prépare les générations entières, peut-être 4-5 générations, à un confort, que ce soit économique, social, puisqu'ils ont su utiliser les ressources de ce pétrole. Donc, le Nigeria, aujourd'hui, on parle du pétrole, mais on peut parler aussi du Congo avec ses matières premières, comme le cobalt, comme le coltan, il devrait être les rois du pétrole aussi là-bas. Alors, Monsieur Fleur, les textes, on l'a dit, de 1993 ont été élaborés avec des avantages qui avaient pour but d'inciter justement les entreprises à investir. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour limiter les pertes engendrées par ce secteur pétrolier, il faut purement et simplement supprimer tous les avantages? Je ne dirais pas supprimer tous les avantages, mais en tout cas améliorer considérablement ces textes en faveur de l'intérêt général, de l'intérêt national. Parce qu'aussi, il faut placer les choses dans leur contexte. Comme tous les grands pays, je ne parle même pas de grands pays, comme tous les pays qui viennent d'avoir du pétrole, naturellement favorisent un peu les investisseurs. Du point de vue... Et ça fait bien longtemps maintenant que le Nigeria 25 ans, justement, ce que je dis. Il est plus que urgent. Je pense qu'à l'entame de mon propos, je l'ai souligné, il est plus que urgent. Ils ont quand même beaucoup tardé à réviser ces textes. Je pense qu'aujourd'hui aussi, bon, c'est un peu le drame de l'Afrique. On a des matières premières, on a tout ce qu'il faut, mais c'est toujours un éternel recommencement. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut corser la législation, il faut plus de fiscalité pour ces entreprises et aussi miser sur le local, c'est-à-dire aller au plus profond de la population en termes d'avantages, en termes de formation, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, il faut davantage contraindre les entreprises étrangères pour que les bénéfices quand même puissent rester aussi dans le pays. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que la plupart, c'est des entreprises privées et principalement des entreprises étrangères. Par conséquent, voilà, ça joue toujours sur le PIB parce que la plupart des revenus est expatrié, ou en tout cas est rapatrié à l'étranger. Donc c'est plus qu'urgent, une révision assez même dure, je pense, des textes. Voilà. Alors, l'économie du pétrole, Monsieur Bouroula, aujourd'hui représente 70% des recettes budgétaires du Nigeria. Les autorités ont affiché une détermination aujourd'hui à diversifier l'économie, à ne plus compter uniquement sur le pétrole et notamment en misant sur l'agriculture. Le président Bouhari, on l'a vu, il a imposé des droits de douane de 60% pour promouvoir la production locale. Il a également accordé des subventions aux producteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie est en train de porter ses fruits? Est-ce que le Nigeria aujourd'hui est en train véritablement de diversifier son économie? Heureusement qu'on en arrive à là, mais si je reviens au fonds d'investissement, si les choses étaient bien gérées, j'imagine qu'au Nigeria, il y a des gens qui ont réfléchi, peut-être qui n'ont pas été suivis. Ces fonds d'investissement devraient servir justement pour financer à la fois les politiques publiques, mais aussi des infrastructures et d'autres investissements qui, demain,
si le pétrole n'y est plus, puisse continuer à faire fonctionner l'économie du Nigeria. Bon, aujourd'hui, effectivement, s'il y a une réorientation vers les autres secteurs, ne plus dépendre à 100% ou à 80% des hydrocarbures, ça ne peut être qu'une bonne chose. Mais encore une fois, il faut cibler les secteurs, il faut bien investir, puisqu'il ne s'agit pas de jeter des milliards dans des projets ou dans des justement, c'est le secteur agricole qui a été principalement ciblé. C'est un bon pari. Ah oui, effectivement, l'agriculture a des vertus de multiplier effectivement les développements. Déjà au niveau, on le sait tous, hein, l'Afrique c'est à 60, 70%, voire 80% du monde rural. Effectivement, si on oriente les ressources vers ces secteurs-là, bien évidemment, on va rehausser les revenus C'est une excellente chose. Surtout que le Nigeria, quand même, c'est un grand pays, le premier en termes de population en Afrique. Donc, il faut penser à quand même toute cette population qui va s'accroître d'année en année d'ici les prochaines années. Il faut les nourrir aussi, il faut les soigner. Donc, je pense que diversifier les revenus, c'est une très bonne chose, surtout pour l'agriculture. Alors que je pense que le Nigeria, quand même, a ce qu'il faut pour une agriculture assez moderne. Donc, c'est un bon pari. Ma seule crainte, surtout quand il s'agit de certains pays africains, c'est toujours le côté politique, cette manque de volonté politique qui nous fait retomber encore sur les mêmes travers. Sinon, c'est une excellente chose parce que aussi c'est des ressources épuisables, le pétrole, ce qui a conduit d'ailleurs, même si on ne parle pas de ressources épuisables, ne serait-ce que le baril de pétrole qui fluctue de temps en temps a quand même des conséquences souvent sur l'économie. Le Nigeria a connu sa récession économique en 2017, si je ne me trompe pas. Et donc, diversifier les revenus, surtout miser sur l'agriculture, c'est une excellente chose. Alors, vous parliez de volonté politique. Le Nigeria, en tout cas, semble déterminé, hein, puisque depuis l'arrivée du président Buhari au pouvoir, le secteur agricole représente désormais 25% du PIB. Alors, Monsieur Mouroula, dans ce processus de diversification économique, justement, dans lequel s'est lancé le Nigeria, le pays peut également compter sur le secteur minier, n'est-ce pas, à condition peut-être d'assurer quelque part la sécurité, qui reste un problème pour ce pays. Effectivement, la sécurité, mais en même temps de mettre un cadre législatif qui lui permet de ne pas se retrouver dans les conditions du pétrole. Bon, pour revenir un petit peu à la question de l'agriculture, mais quand même, il faut se poser la question, comme l'a dit M. Flair. Effectivement, c'est un secteur stratégique et qui est très important pour tout un pays. Mais il y a l'agriculture, mais comment on achemine ce qui est produit, comment on aide les paysans à être plus productifs, est-ce que toutes ces questions sont résolues? Bon, c'est un processus. C'est un processus à mettre en place et à améliorer, bien évidemment. Diversifier l'économie du Nigeria, je pense que... Avec notamment le développement des infrastructures pour acheminer les productions. Effectivement, il y a les infrastructures de transport, mais aussi il y a la question de l'énergie aussi qu'il faut regarder, puisque sans énergie, sans développement des réseaux d'énergie, on ne peut pas mettre en place une industrialisation. Voilà. De l'industrie aussi. Voilà, exactement. Une énergie, en tout cas, en abondance et un bon marché, plus l'industrialisation, ce qui est un problème naturellement, quasiment pour toute l'Afrique. Et pour quand même peser sur la scène internationale, pour être compétitif, je pense qu'il faut miser sur l'industrialisation, sur l'agriculture, principalement. En tout cas, tous les grands pays qui se sont développés ont principalement misé sur ça. Effectivement, l'Afrique aujourd'hui ne fait que consommer ce qu'il importe. L'Afrique ne produit pas. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'économie de la chasse et de la cueillette, c'est-à-dire qu'on va puiser les matières premières, on les vend et on ne les transforme pas. Et quand on a besoin de quelque chose, eh bien, on va dans d'autres pays pour acheter ce qui est produit là-bas, alors qu'on leur a vendu ça à des prix sans valeur. Voilà. Donc il faut que l'Afrique, à un moment donné, se pose cette question de comment on devient puissant en produisant, en
en essayant d'améliorer nos processus de contractualisation avec les partenaires qui viennent en Afrique pour faire du business, que ce soit dans les mines, dans le pétrole, ainsi de suite. Comment on organise des contrats gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas gagnant-gagnant. De transformation, certains pays l'ont déjà compris. Hein, c'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire qui s'est lancée dans la transformation locale de son cacao. Tout à fait. Exactement. Et du Sénégal aussi. En tout cas, le président, pour ces 5 prochaines années, comme il a été réélu, a parlé de 5 grandes initiatives. Et l'une de ces initiatives phares, justement, c'est l'industrialisation. Il faut produire ce qu'on mange, mais aussi manger ce qu'on produit. Il n'est plus question d'exporter nos matières premières qui sont transportées à l'étranger et nous les revendre à des prix qui défient toute concurrence. Il faudra maintenant produire en Afrique, transformer en Afrique, consommer en Afrique et exporter vers les marchés internationaux. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.